Euh, donc, je ne me trompe pas, c'est maintenant mes collègues Virginie Gautron. Oui, c'est ça que je cherchais. Virginie Gautron, maîtresse de conférence à la faculté de droit de l'Université de Nantes, pénaliste éminente, mais ayant fauté, puisqu'elle a fait une habilitation à diriger des recherches en sociologie, ce qui est une déviance tout à fait scandaleuse. Tout à fait. Et donc, Cécile Vigour, directrice de recherche au CNRS, et j'ose l'ajouter parce que je suis très fier, donc une ancienne doctorante à Bois. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Diane pour cette invitation. Donc, dans le cadre de cette communication, nous vous proposons une brève, trop brève sans doute, synthèse des recherches contemporaines sur les rapports épineux entre droit et émotion. Alors, en réalité, de nombreux philosophes, historiens, juristes, anthropologues, sociologues ou encore politistes se sont très tôt penchés sur le sujet. Alors, à grands traits, ce qu'on peut dire, c'est que les intellectuels, mais aussi les législateurs, les professionnels du droit ont d'abord, avant tout, construit une antinomie théorique entre émotion et raison. Alors, en réalité, cette dévalorisation a fut relative, donc j'exagère un petit peu le trait, mais c'est le temps qui va nous manquer. En tout cas, majoritairement, les auteurs ont assimilé les émotions à une perte de contrôle, à un biais de rationalité. Et sur la scène judiciaire, particulièrement évidemment dans le champ pénal, les émotions, elles ont été conçues comme des forces aveugles, comme une entrave à l'objectivité des parties au procès. Et les juristes, quant à eux, ont conceptualisé un droit moderne, rationnel, délaissant les émotions et la morale au profit de l'objectivité et de la neutralité. Au travers des règles de procédure, de la police des audiences, du rituel judiciaire, les législateurs ont cherché à canaliser, à contrôler les émotions des justiciables pour que la justice, elle puisse opérer dans un cadre dépassionné. Mais les législateurs, la doctrine aussi, s'inquiétaient tout autant des émotions des magistrats, perçues comme une source potentielle d'arbitraire et de partialité. Et donc, d'autres principes juridiques et règles procédurales visent à les empêcher, eux aussi, de s'écarter de la raison. Et on peut considérer que le principe du contradictoire, la collégialité, le délibéré ou encore la motivation des décisions y participent. Au-delà des magistrats, la maîtrise et la mise à bonne distance des émotions est devenue un prérequis professionnel pour l'ensemble des auxiliaires de justice, les avocats, les experts, les agents pénitentiaires, les policiers, etc. Toutefois, je vais maintenant insister sur le processus de reproblématisation des relations entre droit et émotion depuis quelques décennies, sous l'influence de recherches à la fois théoriques, juridiques et empiriques. Il s'agit en effet d'un champ de recherche florissant, mais Cécile insistera ensuite sur d'importants écueils et défis méthodologiques lorsqu'on cherche à saisir les émotions en contexte judiciaire. Et dans un troisième temps, nous rendrons brièvement compte des principaux apports de ces travaux. Alors, la reproblématisation que j'évoquais est le fruit d'un courant de recherche, Law and Emotion, né dans les pays de Common Law, qui étudie depuis les années 90 la manière dont les émotions influencent le cadre et le raisonnement juridique, l'activité et les prises de décision judiciaires. Les travaux de ce courant se situent au croisement du droit, de la psychologie et de la sociologie, et ils remettent en cause les a priori suivant lesquels les émotions seraient hors du droit, extérieures aux activités de production et de mise en œuvre des règles. Ces chercheurs, ils ont étudié la place que diverses émotions occupent, alors dans différentes branches du droit, de la famille, des contrats, etc., mais quand même surtout en matière pénale. Ces auteurs, ils se sont d'abord inspirés de la psychologie en mettant l'accent sur les émotions qui biaisent la mise en œuvre du droit, mais ils ont aussi ensuite montré que la raison et les émotions en droit sont parfois plus complémentaires qu'antagoniques, que les émotions, elles peuvent enrichir la compréhension du droit et constituer des ressources dans l'activité judiciaire plutôt qu'un obstacle à une bonne justice. Toutefois, les définitions des émotions que ces auteurs proposent ne sont pas consensuelles. Elles fluctuent selon les disciplines et les paradigmes.
En outre, pour les sociologues, les émotions ne sont pas qu'une réaction corporelle ou psychique. Elles engagent une interprétation des situations et elles sont conditionnées par des facteurs socioculturels, des normes et des valeurs. Certaines ont une charge sociale et morale, car elles concernent le lien à autrui et la violation des normes sociales, et parce qu'elles sont aussi, j'y reviendrai, reliées à des jugements moraux. Alors, pour comprendre la place des émotions dans le droit, les sociologues, ils se sont appuyés sur les apports plus généraux de la sociologie des émotions, qui s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des cadres conceptuels des pères fondateurs de la sociologie en France. Pour Durkheim, Mauss et quelques autres, les émotions, ça n'était pas qu'un phénomène purement intérieur, mais une production sociale qui découle des pressions que la société exerce sur chaque individu. En prenant l'exemple des endeuillés, ils insistaient sur l'expression obligatoire de certains sentiments dans certaines situations, sur leur soumission à une véritable discipline sociale, car dans certaines circonstances, c'est la société qui nous indique comment nous devons réagir. Et donc l'analyse, elle s'est déplacée vers l'étude des contraintes sociales en matière d'expression émotionnelle. Et aux États-Unis, l'interactionnisme, l'ethnométhodologie ont affiné cette sociologisation des émotions en établissant de façon tout à fait pertinente des ponts entre des analyses micro- et macro-sociologiques. Parce que, comme l'indique John Elster, émotions et normes sociales sont en réalité des sœurs issus de deux lits différents. La culture et les institutions contribuent à modeler les sentiments individuels et ces sentiments individuels confirment et soutiennent la reproduction des structures sociales. À cet égard, la honte est sans doute l'exemple le plus parlant. Alors, les sociologues qui s'intéressent au rapport entre droit et émotion s'inspirent surtout des travaux très connus d'Hochschild qui a exploré les conventions émotionnelles et règles des sentiments qui façonnent les affects. Elle montre que des normes précisent la nature, l'intensité et la durée des sentiments qui sont appropriés dans des situations données. Des normes régissent les émotions qu'il convient d'éprouver, feeling rules, d'autres celles qu'il convient d'exprimer, display rules. Pour répondre à ces attentes sociales et s'ajuster aux situations, elle montre que les acteurs effectuent un travail émotionnel en mobilisant à la fois des techniques corporelles, expressives et cognitives. Alors les recherches sur ce thème, ceci étant, elles sont essentiellement anglo-saxonnes, excepté quelques travaux produits au nord de l'Europe. Dans les pays francophones, on a bien des études qui abordent le sujet, mais généralement il s'agit d'une dimension accessoire qui apparaît succinctement lorsque les chercheurs ils analysent plus globalement le droit et les pratiques judiciaires, mais il s'agit plus rarement d'un objet spécifiquement étudié. Ceci étant, alors on n'a pas le temps de le détailler ici, mais on montrera dans la version écrite de cette communication que les émotions suscitent dans le monde francophone un regain d'intérêt, tant en sociologie, en sciences politiques, en histoire qu'en droit. Alors, la littérature sur émotion et droit s'est beaucoup penchée sur la question de savoir comment on pouvait saisir les émotions en contexte judiciaire. Cela pose d'abord des défis méthodologiques. D'une part, les émotions sont difficilement objectivables et l'administration de la preuve s'avère d'autant plus délicate que les états affectifs apparents des justiciables et des professionnels sont parfois différents de ce qu'ils éprouvent effectivement. Et puis ça va en rupture avec les appels des fondateurs de la sociologie quant à considérer les choses comme des faits à distance, contre la rupture avec les perspectives psychologisantes. L'une des principales difficultés résulte pour le chercheur de la nécessité de composer avec ses propres affects. Et le chercheur est invité à faire preuve de réflexivité, faire face à la charge émotionnelle que le chercheur peut ressentir lors des audiences ou lorsqu'il ou elle consulte les dossiers, implique également un travail émotionnel pour réguler ses propres émotions afin de ne pas biaiser la collecte ou l'interprétation des données. Alors, comment saisir les émotions ? Ce sujet est l'objet de controverses.
faut-il considérer les émotions à la première personne, c'est-à-dire du point de vue de l'individu qui les ressent? Cette perspective est régulièrement disqualifiée en sociologie, sans doute parce qu'elle apparaît trop proche de l'approche psychologique ou biologisante des émotions. Et à contrario, Patricia Pepperman propose de saisir les émotions à la troisième personne. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Il s'agit d'appréhender les émotions comme des faits construits socialement. Donc, ce qui importe alors le plus, c'est le travail émotionnel par lequel les émotions ressenties à la première personne sont façonnées. Donc, elle attache beaucoup d'importance à la dimension publique, sociale des émotions. Alors, cette approche a pu être critiquée par le fait que le chercheur, en procédant ainsi, se situe en observateur extérieur des émotions. Et Julie Coleman, quant à elle, a proposé de considérer les émotions, donc toujours dans le contexte judiciaire, à la deuxième personne, c'est-à-dire considérer les émotions du point de vue du partenaire de l'interaction. Donc, par exemple, considérer la manière dont un juge va interpréter les émotions du justiciable auquel il ou elle fait face. Mais en procédant ainsi, ce qu'on peut constater, c'est que la tendance, elle va être à privilégier le point de vue des professionnels plutôt que celui des justiciables. Donc nous, on défend l'idée que les recherches à venir, elles gagneraient à articuler ces différents points de vue, c'est-à-dire à apprendre les émotions comme des faits sociaux, de manière située à travers les interactions, donc tout en investiguant aussi bien les affects des justiciables que des professionnels. Alors, les principales méthodes et approches empiriques, le courant Law and Emotion, c'est surtout appuyé sur l'analyse des décisions juridictionnelles ou des approches expérimentales, des petites histoires, et on leur demande comment ils trancheraient dans cette situation. Donc ça, notamment en psychologie. En sociologie, les approches qualitatives vont souvent être ethnographiques. J'ai mis sociologie, mais on aurait pu ajouter anthropologie. Et elles reposent notamment sur des observations d'audience, mais ça peut être aussi du travail dans le bureau du juge ou des avocats, des entretiens. Et une attention particulière va être portée aux gestes, aux postures, aux expressions faciales, aux regards. Dans une perspective praxéologique, l'attention va être portée sur la saisie de la dimension expérientielle des émotions. L'attention va porter sur les manières dont se manifestent les émotions en interaction, sur la manière dont elles sont perçues, interprétées. Et il peut s'agir aussi d'une analyse conversationnelle fine, donc prêter attention au jeu des interactions et au rôle des émotions dans les récits concurrents qui s'affrontent à l'audience. D'autres vont prêter attention, ou les mêmes, de manière complémentaire, vont focaliser l'analyse sur les dossiers judiciaires et en accédant au rôle des émotions dans la fabrique des décisions judiciaires. Il s'agit pour le chercheur d'identifier les émotions, la place des émotions dans les schèmes d'interprétation des professionnels et de prêter attention aussi au fait que les différents professionnels qui interviennent dans le dossier judiciaire, ça peut être le psychologue, l'expert, les assistantes sociales, les juges, mais après les agents de probation, éventuellement de nouveau le juge d'application des peines, les dossiers judiciaires informent sur les normes professionnelles et institutionnelles. Nous en venons maintenant à la présentation de quelques apports de ces recherches en se focalisant ici davantage sur les travaux en sociologie et en droit. Avec deux principaux constats, les chercheurs ont davantage prêté attention au rôle des émotions dans l'activité judiciaire du point de vue des professionnels du droit plutôt que des justiciables. Pourtant, la notion de travail émotionnel, elle peut être utilisée aussi bien pour les professionnels que pour les justiciables. Hochschild distingue d'un côté ce qu'elle qualifie d'emotional work, c'est-à-dire l'effort d'un individu pour adapter son état émotionnel à la situation,
Elle le distingue de ce qu'elle qualifie d'emotional labor et qui concerne le suivi de prescriptions émotionnelles dans le cadre d'une organisation. Donc, le suivi, par exemple, d'injonctions spécifiques pour les magistrats ou les avocats. Par ailleurs, les chercheurs ont davantage prêté attention aux normes qui portent sur les manifestations émotionnelles plutôt que sur les émotions qu'il convient de ressentir. Et cela s'explique sans doute par le fait que les expressions émotionnelles sont directement observables. C'est aussi ce sur quoi les autres personnes qui interagissent vont s'appuyer pour donner sens à la situation. Alors, il y a toute une série de travaux qui sont menés pour cartographier le paysage sensoriel et émotionnel des tribunaux. Alors, on donne que 2 exemples. Lisa Flower invite à considérer le fait que la scène judiciaire, elle n'est pas simplement façonnée par les émotions, mais par les sens. Alors souvent, on pense immédiatement à la vue et à l'ouïe, mais elle parle de l'odeur des corps, des sensations tactiles ressenties dans la salle d'attente ou la salle d'audience, du goût. Et elle émet l'hypothèse que le sensoriel induit l'émotionnel. Elle invite aussi à contraster les atmosphères au sein du tribunal, dans la salle d'audience et en dehors, parce que chacun de ces espaces émotionnels est caractérisé par des règles propres d'expression émotionnelle, par des manières d'agir, et que l'engagement émotionnel dépend aussi du rôle de chacun des acteurs. Et elle souligne aussi que les expériences des sens sont façonnées par ce qu'elle appelle le régime surplombant du droit, qui repose sur l'idéal d'absence d'engagement émotionnel dans les processus judiciaires. Alors, d'autres auteurs vont s'attacher à caractériser ce qu'ils vont qualifier d'ordre émotionnel et moral, et qui peut varier suivant les audiences. L'économie morale renvoie pour Didier Fassin à la production, à la circulation et à l'utilisation des sentiments moraux, des émotions, des valeurs dans l'espace social. Alors, on a repéré aussi qu'il y avait plus de travaux portant sur émotion et justice des mineurs, sans doute parce que l'ancrage compassionnel est davantage légitime dans ce type de juridiction par rapport à la règle de détachement émotionnel dans l'espace judiciaire. Et Nicolas Fischer fait remarquer que, en dépit de règles émotionnelles spécifiques à un type de juridiction, ces règles vont être pondérées suivant le parcours professionnel, le positionnement politique, les dispositions à s'émouvoir, qui sont différenciées suivant les trajectoires individuelles. Donc, il va notamment étudier les valeurs et les qualifications morales ou juridiques qui sont mobilisées lors des audiences en fonction de ces différentes caractéristiques. Alors, les émotions des justiciables, je vais devoir accélérer. On peut noter que l'institution judiciaire, elle cadre et encadre les émotions. Il y en a qui sont légitimes, d'autres pas, à l'audience. Et ces cadrages de l'institution judiciaire, les justiciables s'y conforment ou pas. Au contraire, certaines émotions éprouvées lors de la confrontation avec la justice reconfigurent les rapports à l'institution judiciaire. On note aussi que les émotions, plus que la réaction d'un individu, exprime son rapport à l'institution judiciaire. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps d'évoquer là-dessus, mais on peut penser au rapport au droit développé par Ewick et Silby. Elle ne conceptualise pas le rôle aux émotions, mais elles sont présentes. On a développé des travaux sur les rapports des justiciables en France, où on s'est rendu compte que les émotions occupaient une place absolument centrale dans le rapport aux institutions judiciaires et policières. Et ce que je soulignerai, c'est que le détachement émotionnel des professionnels du droit
qui est promue notamment par les magistrats, entre en porte-à-faux avec certaines aspirations des justiciables. Alors, il y a aussi toute une série de travaux qui étudient l'influence des émotions des justiciables sur les décisions judiciaires, mais là encore, c'est la justice pénale qui demeure le principal champ d'investigation des chercheurs. Alors évidemment, les émotions, elles s'y donnent évidemment plus nettement à voir au moment des audiences, à l'intérieur des juridictions, mais aussi à l'extérieur au travers d'émotions collectives qui surgissent à l'occasion de faits divers dramatiques, comme la colère, le dégoût, la haine, etc. Et puis la peur, elle est conçue comme la pierre angulaire du respect des normes au travers de la dissuasion ou de la fameuse peur du gendarme. De nombreux auteurs anglo-saxons ont aussi montré que les émotions des prévenus pèsent sur la détermination de la culpabilité. Malgré de multiples précautions rédactionnelles pour privilégier des éléments factuels, le droit, les qualifications pénales sont en réalité imprégnées d'éléments émotionnels. Caractériser l'infraction, la responsabilité pénale, inclut souvent la prise en compte d'affects qui sont d'abord à l'origine ou qui s'expriment durant l'infraction, pour déterminer certaines circonstances aggravantes, la haine raciale par exemple, une préméditation qui suppose un certain sang-froid, une contrainte morale ou une légitime défense qui suppose au contraire l'emprise d'une terreur, ou encore pour apprécier une abolition ou une altération du discernement. L'état émotionnel des victimes constitue aussi une dimension non négligeable pour évaluer leurs préjudices. D'autres recherches, dont modestement mes propres travaux sur le sujet, portent sur l'influence de sentiments qui émergent cette fois après la commission des faits, mais qui sont en relation directe avec les fautes et préjudices reprochés, la honte, la culpabilité, les remords, les regrets, la compassion envers la victime. Et ce que je montre pour ma part concernant la France, c'est que l'absence ou l'insuffisance perçue de tels sentiments, ce que j'appelle des déviances émotionnelles, pèse significativement à la fois sur les décisions de poursuite, les réquisitions des parquets, les placements en détention provisoire, la sévérité de la peine, ou encore sur ses modalités d'exécution. Et au fond, même si les émotions sont absentes du droit des livres, eh bien, elles offrent en définitive une contribution tacite à l'ordre normatif formel et explicite. Or, cette prise en considération des émotions, elle pose des risques importants d'arbitraire et d'inégalité, car les émotions, on le disait, affichées ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont intérieurement ressenties, surtout lorsque la justice pénale attend certaines émotions, du repentir, de la reconnaissance des faits, de la compassion, etc. Or, les études, elles montrent que les signes comportementaux pris en compte par les magistrats pour évaluer la sincérité des émotions affichées, eh bien, ne sont pas des prédicteurs fiables et qu'il y a d'importantes divergences d'interprétation entre eux. Et puis, surtout, prétendre identifier les affects à l'aune des postures des justiciables, leur regard, leur façon d'être, leur comportement, eh bien, à reproduire le mythe de l'universalité des émotions, selon lequel elles se traduiraient par des signes physiologiques universels. Or, les conventions sociales qui encadrent leur expression langagière, faciale, corporelle, ne sont pas semblables dans toutes les cultures. Ce qui fait que l'importance accordée par les magistrats à ces émotions risque de contribuer aux discriminations systémiques à l'encontre des minorités. On a également des travaux qui identifient des préjugés de genre, ou encore des travaux qui montrent que la prise en compte des émotions pèse négativement à l'encontre des personnes peu dotées en capitaux scolaires et sociaux. Pour ce qui concerne l'exemple que je vous donnais sur les remords, les plus favorisés, ils disposent d'un stock de vocabulaire qui renforce leur capacité oratoire et rhétorique, leur capacité à moduler leurs émotions et à construire notamment un récit de soi empreint de contrition. Alors, venons-en aux émotions et au travail émotionnel des professionnels. Alors, dans la contribution écrite, on a fait une synthèse à la fois sur ces enjeux pour les policiers, pour les magistrats, les avocats, les agents probationnaires, mais aussi sur le rôle des émotions au Parlement dans la fabrique des lois, où ça, c'est un sujet travaillé depuis plus longtemps. Alors,
Dans le cas des professionnels, les règles qui façonnent l'expression des émotions et le travail émotionnel sont le produit des attentes et normes sociales générales. Elles sont le produit aussi de l'organisation et de certaines règles imposées par la hiérarchie. Elles résultent aussi de la socialisation professionnelle des normes de collectif de travail et de l'histoire singulière du professionnel. Donc, à chaque fois, pour chaque type de professionnel, les analyses sociologiques vont vraiment s'intéresser au poids de ces différents facteurs sur la manière dont les émotions sont acceptables ou pas et sous quelle forme. Et puis, différents registres émotionnels sont distingués, mais je n'ai pas le temps d'entrer. Alors, dans le cas des magistrats, les travaux insistent sur le fait que le tribunal institue un cadrage judiciaire, émotionnel et cognitif, c'est-à-dire un script qui contraint le comportement des professionnels du droit. Des auteurs vont distinguer deux types d'émotions. Les premières, les foreground emotions, interviennent dans l'activité professionnelle. Elles requièrent l'implication du sujet. Elles perturbent son activité. Il n'est plus dans la routine. Alors que les secondes, les background emotions, sont mobilisées dans le cadre de routines professionnelles. Et les travaux vont s'intéresser à la socialisation professionnelle par la formation et par l'expérience pour comprendre comment la gestion de l'émotion, elle est routinisée. Les mêmes travaux ou d'autres vont s'intéresser à la gestion des émotions pour montrer qu'elle est le socle de l'objectivité et de l'impartialité. Le fait que la dramaturgie de l'état de droit à l'audience est conçue pour canaliser les émotions et le fait que l'objectivité et l'impartialité sont émotionnelles. Pourquoi ? Parce qu'elles renvoient à des valeurs morales, à la fierté de bien faire ou à la honte de mal faire. Et puis, ces travaux vont insister sur différents profils émotionnels. Par exemple, dans un même cadre judiciaire, les procureurs et les juges ne vont pas ressentir les mêmes règles de sentiment, car leur travail et leur rôle diffèrent. Je crois que c'est ma dernière diapo, voilà, sur un bref panorama sur le travail émotionnel des avocats, où il y a peu de travaux explicites. En tout cas, dans le cas de la France, c'est plutôt... Alors, il y a un travail émotionnel qui intervient en amont du procès, parce que les justiciables sont en attente de confier leurs émotions. Et par ailleurs, si on s'intéresse aux travaux en termes de cause lawyering, où les émotions ne sont pas, me semble-t-il, au centre des analyses, en raison de ces valeurs, l'avocat peut être enclin à défendre certains types de clients. Et j'insisterai sur le troisième point, le double travail émotionnel que réalisent les avocats. Ils font d'abord un travail émotionnel sur eux-mêmes parce qu'ils ont à gérer les émotions qui leur sont confiées. Et puis, ils ont un travail émotionnel à faire sur leur clientèle pour les préparer aux attentes du tribunal et à ses règles de sentiment. Et il y a toute une série de travaux en France, notamment les travaux de Barbeau et d'Audier, depuis une quinzaine d'années, qui analysent les plaidoiries et le rôle des émotions, l'expression ou l'absence d'émotions pour en inférer des conclusions. Voilà, donc en conclusion, on espère juste avoir montré la diversité et la richesse d'une approche du droit et de la justice au travers des émotions, et le fait que c'est un travail qui reste largement à faire de manière systématique dans l'espace francophone européen. Merci. Petit complément d'information, j'indique que les intervenantes sont également autrices d'un ouvrage de référence qui s'appelle « La justice en examen » aux presses universitaires de France, avec Laurence Dumoulin qui n'a pas pu venir aujourd'hui.